Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui est à la tête du premier employeur de la région avec ses 14 200 salariés et qu'on a souvent vu sur le devant de la scène cette année. Cet homme, c'est Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux. Yann a un parcours hors du commun puisque depuis 20 ans, ses expériences alternent entre la direction de CHU et sa présence au sein du ministère de la Santé et des Sports, auprès de Roselyne Bachelot, puis plus récemment d'Agnès Buzyn et de Xavier Bertrand. On parle bien évidemment de cette année si particulière et donc du Covid-19 et l'adaptation des différents services, de son envie d'innover, de restaurer et de reconstruire, de sa présence et de l'utilisation qu'il fait des réseaux sociaux et aussi du faire ensemble qui lui tient à cœur et ce, à tout niveau. Un échange très instructif et hyper intéressant que j'ai adoré passer avec Yann. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre une ou encore mieux 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du podcast afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. La réussite du podcast se fait aussi et surtout grâce à vous. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Yann. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Yann Bubien, je suis directeur général du CHU de Bordeaux depuis 14 mois. Ouais. Et l'idée, comme je te disais, c'est de revoir un peu ton parcours, voir ce qui t'a amené jusqu'ici. Et on vient d'en parler, t'es un pur Bordelais, c'est ça ? Et au final, t'es revenu en fait à ta ville de cœur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, je suis né à Bordeaux. Mes parents sont nés à Bordeaux aussi, mes grands-parents aussi. Donc oui, un Bordelais d'origine. J'ai fait mes études à Bordeaux en grande partie. J'étais à Sciences Po à Bordeaux, à la fac de droit en même temps, en philosophie à Bordeaux. Et puis ensuite, je suis parti faire continuer mes études à Paris et à Rennes pour faire l'école des hautes études en santé publique, pour devenir directeur d'hôpital. Voilà, donc je suis retour aux sources parce que finalement, j'avais jamais travaillé à Bordeaux. J'ai fait une partie de mes études, une partie de mon enfance, et puis me voilà de retour depuis 14 mois dans une ville qui a bien changé par rapport à mon enfance, mais j'y revenais tout le temps puisque mes grands-parents et mes parents étant là, j'ai aussi ma dernière sœur qui est toujours à Bordeaux, voilà, et toute sa famille. C'est un plaisir de revenir à Bordeaux, vraiment la plus belle ville de France. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Enfin, non, tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Quand j'étais petit, j'ai toujours tourné autour des mêmes métiers. Je voulais être journaliste, je voulais être avocat, puis journaliste, puis avocat. Okay. Et voilà. Et finalement, j'ai été reçu au concours d'avocat, oui. Mais j'ai préféré aller sur un autre métier, celui de directeur d'hôpital. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette volonté de travailler pour le public, au service du public. J'avais une âme très service public. Je l'ai toujours eu, je l'ai encore, je crois très fortement. Et c'est vrai que j'avais envie vraiment de travailler pour l'État, pour la nation. C'était vraiment une volonté pour moi. Et en même temps, j'avais envie de diriger quelque chose. J'avais envie, voilà, d'être pas à la tête d'une entreprise, parce qu'un hôpital c'est pas du tout une entreprise. Mais je voulais diriger quelque chose, une institution assez grosse, et donc finalement service public plus institution importante, et c'est l'hôpital qui m'a ouvert les bras, voilà. Okay.
Puis je voulais faire de la politique aussi. Ça, j'ai toujours voulu en faire. Bah, sur ton chemin, j'en ai fait. Ouais. J'en ai fait plusieurs fois. Ouais. Et mais alors, pourquoi la santé? Alors justement, parce que tu aurais pu faire des institutions autres françaises que des hôpitaux. C'est vrai. Mais la santé, c'est le premier bien individuel. Si la santé va pas, rien ne va, et donc c'est la première chose qui compte. Et moi, j'ai toujours pensé que le matin, il faut avoir un intérêt pour se lever, il faut avoir envie, il faut avoir envie de se lever. C'est vrai que quand on travaille dans le monde de la santé et dans le monde hospitalier en particulier, c'est vrai qu'on sait pourquoi on se lève le matin, et ça, pour moi, c'est primordial. Et ça a pas changé depuis le début? Non, n'a jamais changé. Et ce métier m'a permis aussi d'avoir une carrière très variée en alternant les métiers, à la fois en province et à Paris, à la fois dans le milieu des cabinets ministériels et au gouvernement. Et donc j'ai toujours pu alterner différents postes entre Paris et province. Et ça me plaît beaucoup parce que j'aime l'idée aussi de bouger. Puis j'ai été diplomate aussi, puisque j'étais diplomate à Londres, à l'ambassade de France à Londres. J'étais conseiller de l'ambassadeur. Ok. Génial, on y reviendra. Justement, tu as commencé en tant que directeur de cabinet à la Fédération hospitalière de France pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Ça s'est bien passé pour le coup. Enfin, c'était ta première expérience. Très bien. Ouais, j'avais comme président Gérard Larcher, qui aujourd'hui est le président du Sénat. Donc déjà en termes de politique, on était bien dedans. À l'époque, il était maire de Rambouillet et vice-président du Sénat, sénateur. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler. Il était président de la Fédération hospitalière de France. Et la Fédération hospitalière de France, c'est celle qui regroupe tous les hôpitaux publics en France. C'est une institution qui a 100 ans et qui fonctionne extrêmement bien, qui représente tous les hôpitaux publics. Et et j'y ai commencé comme directeur de cabinet. Ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a donné une vision globale, nationale et même un peu internationale du monde de la santé, du monde des hôpitaux. Donc c'était vraiment une entrée en matière qui était passionnante. Et un peu de politique en plus. Ouais. Voilà. Mais c'est justement, alors peut-être pas le fil rouge, mais il y a les deux fils rouges au final, la politique et la santé dans ton parcours. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que donc après tu as été secrétaire général du centre hospitalier Sud francilien. Voilà, en Essonne. Ouais. Donc un hôpital en grande couronne parisienne, hôpital qui à l'époque était considéré comme assez difficile, à tort d'ailleurs parce que c'était un très bel hôpital à Évry-Corbeil. Difficile, pourquoi? Pour la gestion? C'était considéré comme un hôpital difficile parce que dans des quartiers difficiles d'une part, et puis qui souffrait d'une absence ou d'un manque de notoriété par rapport à la région parisienne. Ça, c'était une idée très préconçue, très fausse. Et je m'en suis rendu compte quasiment la première semaine. C'est un hôpital qui m'a beaucoup plu, très très attachant, avec des équipes médicales et soignantes remarquables. Non, vraiment, ça a été formidable. Un hôpital. Il y avait à l'époque, j'avais comme président du conseil d'administration, j'avais Serge Dassault et Emmanuel Valls. Donc donc la politique quand même. La politique était déjà très présente. Ouais, clairement. Non, vraiment, ça a été 2 années passionnantes à Évry-Corbeil. Et après, pour le coup, tu rentres vraiment en politique en tant que conseiller au ministère de la Santé et des Sports de 2007 à 2009. Ouais, Roselyne Bachelot est nommée en 2007 ministre de la Santé et des Sports. Et je me retrouve conseiller social de Roselyne Bachelot. Je suis appelé. J'ai jamais été encarté, j'ai jamais milité, mais j'étais déjà un tout petit peu connu dans le milieu de la santé. Et le directeur de cabinet nouvellement nommé de Roselyne Bachelot m'appelle et me demande si je veux rentrer dans ce cabinet. Et voilà, je suis rentré au cabinet de Roselyne avec grand plaisir. Et je restais très ami avec Roselyne. Et on est toujours très très liés. Très bien. J'avais vu effectivement sur ton Twitter récemment quand tu as été nommé ministre de la Culture. Oui. Super, on y reviendra aussi, je trouve ça intéressant. Et justement, tu l'as vécu comment ce moment-là? Parce que j'imagine que c'est une grande fierté d'être appelé, parce que tu disais déjà avoir ce côté politique et une grande peur surtout. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'était vraiment d'abord parce que c'est extrêmement brutal, extrêmement soudain. Je me rappellerai toujours, on m'a appelé le vendredi soir. Le gouvernement venait d'être nommé la veille.
On m'appelle le vendredi soir en me disant est-ce que ça vous intéresserait de rentrer au cabinet de Roselyne Bachelot? Je dis oui. On me donne un rendez-vous le dimanche soir à 21h ou 22h le dimanche soir. Et donc, j'ai un rendez-vous avec le directeur de cabinet. Nous avons un entretien d'1 heure qui se passe plutôt bien. Et à minuit, on me rappelle pour me dire que je suis pris et que je commence le lendemain matin à 8h. Et qu'à 8h, j'ai rendez-vous avec Roselyne Bachelot dans son bureau pour commencer. Voilà, donc c'est très soudain, très brutal. On quitte ses fonctions de directeur d'hôpital à Évry-Corbeil très brutalement pour se retrouver dans un milieu que je connaissais peu ou pas du tout, avec des idées préconçues et des idées toutes faites sur le milieu des cabinets ministériels. Voilà, mais je commence avec beaucoup, que j'avais moi aussi, comme tout le monde. Comme tout le monde, on voit ça dans les films, on voit ça dans l'entourage des présidents, des ministres, etc. Et donc oui, j'avais une certaine crainte, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas réussir, voilà, et j'avais envie de réussir. Ouais. Ouais, c'est brutal pour le coup. C'est soudain, disons. Oui. Et je passais de mon bureau de Courcouronne en Essonne à un bureau avenue de Ségur dans le 7e arrondissement de Paris et tout ça en une nuit à peine, en quelques heures. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais. Et donc ces 2 années-là, tu les vis comment? Moi, l'image que j'ai de ça, c'est de toi, en tout cas, c'est que tu cours partout et les gens dorment pas. Enfin voilà, c'est encore une fois des idées préconçues que je me fais. Ça, c'est pas totalement faux. Okay. c'est assez vrai. Il y a une bande dessinée formidable qui s'appelle Quai d'Orsay. Il y a un film qui en a été tiré d'ailleurs, où on voit sans arrêt les papiers volés parce que tout le monde court dans tous les sens. Et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. D'abord, un cabinet ministériel, on travaille énormément, les horaires sont extensibles. Moi, je commençais, à 9h, je terminais jamais avant minuit ou 1h du matin. Peu de vacances ou pas de vacances, très peu de week-ends, beaucoup de déplacements, beaucoup d'interventions, beaucoup de choses qui bougent tout le temps, mais c'est passionnant. À la fois, c'est très stressant, mais un bon stress aussi parce que ça permet de faire beaucoup de choses. C'est assez excitant. Et puis aussi, je tombe avec une ministre formidable, Roselyne Bachelot, épatante, brillante, sympa, drôle. Voilà, et c'était passionnant de la suivre et de travailler avec elle. D'autant qu'entre nous, ça a tout de suite très bien marché. Ok, super. Et donc après, tu pars de l'autre côté de la Manche. Pour être conseiller de l'ambassadeur de France au Royaume-Uni. Oui. Comment ça se passe là aussi? Est-ce que t'es appelé? Est-ce que en interne on se positionne plus ou moins sur ce type de poste, pardon? Parce que j'imagine qu'il y a des postes comme celui-ci qui sont quand même espérés par beaucoup de personnes, non? Oui, un poste très convoité, beaucoup de candidats. En fait, c'est tout simple. J'avais pas du tout envie de quitter le cabinet de Roselyne Bachelot, mais j'avais un regret dans ma vie. Je n'avais jamais travaillé à l'étranger, je n'avais jamais étudié à l'étranger. Et c'est quelque chose que j'avais au fond de moi. J'avais envie de tenter l'expérience ailleurs. Et il se trouve que en discutant avec quelqu'un au cabinet, on me dit tiens, il y a le poste de conseiller, l'ambassadeur de France à Londres qui s'est libéré, il y a les candidatures, etc. Et je me dis mais j'aimerais bien en fait tenter l'expérience, tenter ma chance, et donc je candidate et je suis pris. Voilà, je suis retenu. Et là, c'est pareil, c'est très brutal. En un week-end, je me retrouve de Paris à Londres, vraiment en un week-end. J'ai terminé le cabinet le samedi, et le dimanche, j'ai pris l'Eurostar pour Londres. Et je me suis retrouvé le lundi, le 1er mars 2009, à Londres. Voilà, conseiller de l'ambassadeur de France à Londres. Et une aventure très différente. J'avais jamais vécu à l'étranger. Et c'était très, très nouveau, très excitant. À la fois le monde diplomatique, puisqu'on apprend un nouveau langage, le langage diplomatique. L'anglais qu'il fallait que je reprenne, même si je parlais bien anglais, mais il faut le parler couramment. Et puis une vie très nouvelle dans une ville de Londres très excitante. En plus, la fin des années 2000,
À Londres, c'est vraiment l'euphorie. C'est une ville fascinante, très cosmopolite, avec beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'on la sent tout de suite quand on arrive là-bas. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Un métier extrêmement différent, par contre, beaucoup moins actif, beaucoup plus dans la description. Mais un métier passionnant aussi, voilà, que je n'ai pas fait très longtemps d'ailleurs, puisque au bout de 9 mois, Roselyne Bachelot m'a rappelé, m'a demandé de revenir au cabinet, dans son cabinet, et donc en novembre 2009, je me retrouve à nouveau à déménager. J'avais déménagé tous mes meubles de Paris à Londres et je reprends un Eurostar, pareil, très brutalement, du vendredi au lundi, et je recommence le cabinet ministériel à ce moment-là, avec Roselyne Bachelot comme directeur de cabinet adjoint. Ouais, et pour 2 ans. Voilà. Après Xavier Bertrand. Et avec Xavier Bertrand, 1 an Roselyne Bachelot, et puis il y a un remaniement en 2010, et donc Xavier Bertrand me propose de continuer avec lui, et voilà, et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais envie de rester à la santé. Roselyne Bachelot passait aux solidarités, et moi j'avais envie de continuer à travailler dans l'hôpital, dans la santé, et donc je suis resté avec Xavier Bertrand. Et moi je me demande, je pensais te poser la question un peu plus tard, mais en fait, est-ce que c'est la politique est vraiment un moyen d'impact? Alors en fait, parce que j'ai reçu Camille Choplin, qui est maintenant à la mairie de Bordeaux, avant qu'elle soit élue pour le coup, et en fait elle me disait, on m'a tendu la main pour aller en politique, et je me suis dit, en fait je fais que de dire que j'ai envie d'avoir de l'impact, mais la politique en est vraiment moyen. Alors est-ce que toi ça fait quand même quelques années maintenant, est-ce que tu le ressens vraiment comme le fait d'avoir de l'impact en travaillant dans ces différents ministères? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a un réel impact, un impact très important. La politique, ça existe toujours. Les Français sont très attachés à la politique parce que on parle beaucoup, on parle beaucoup de contestation, de manifestations ou d'opposition, mais en vrai, les Français demandent beaucoup aux hommes politiques, aux femmes politiques, beaucoup au gouvernement, beaucoup au président, beaucoup aux ministres. Il y a un réel impact et il faut pas le négliger. Il n'y a qu'à voir en ce moment, dans la période de crise économique et sociale que nous connaissons actuellement, on voit bien toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement, on voit bien leur importance, on voit bien leur impact très concret au quotidien dans tous les secteurs économiques et dans le secteur de la santé en particulier, si je connais celui-là qui est celui que je connais le mieux, où on voit l'impact direct et radical qui peut être fait en nous donnant des moyens nouveaux, en augmentant les rémunérations comme c'est fait aujourd'hui dans le monde de la santé. Donc moi l'impact, je le vois et je le vois très vite et très, enfin c'est vraiment quasi, voilà, parfois ça prend un peu de temps, mais là on a vu un impact très très fort. Et je pense qu'on est sans doute le pays d'Europe qui a pris les mesures les plus fortes en la matière, les plus importantes. Et donc on voit bien le poids encore d'un gouvernement, même si il faut pas négliger les autres pouvoirs qui évoluent aussi au gré des situations. La communication, par exemple, dont on parlera peut-être, mais le monde de la communication a pris un pouvoir énorme que je n'ai pas connu d'ailleurs, ou très peu connu, beaucoup moins connu, lorsque j'ai fait mon premier cabinet ministériel en 2007, et quand j'ai repris en 2017, j'ai vu en 10 ans l'impact des réseaux sociaux, de la communication. Donc on voit qu'il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs. On le voit bien aujourd'hui sur toutes les discussions qu'on peut avoir sur tous les sujets politiques, mais je pense réellement que les hommes et les femmes politiques ont un réel pouvoir et ont un réel impact. Il suffit de le vouloir. Et il suffit de travailler aussi, parce que ça n'est pas que du discours. Il y a aussi un vrai travail derrière. Les textes législatifs, les textes réglementaires, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et imposer sa marque, voilà, c'est du temps moyen, du temps long. Et c'est surtout ça qui est très difficile, je crois. C'est que tous les changements qu'il peut y avoir, et qui parfois sont trop fréquents, me semble-t-il, ne permettent pas toujours d'avoir un impact. C'est ça, j'ai le terme frustrant qui me vient en tête, en fait. C'est de se dire qu'à la fois, on a envie d'avoir l'impact, mais que ça prend du temps. Est-ce que justement c'est pas frustrant de bosser pendant des heures et de se dire que parfois ça n'aboutit pas? Après c'est la politique, mais dans d'autres projets aussi de la vie, mais que surtout ça prend du temps.
Mais ça, c'est la vie de tous les jours, la vie normale. Ouais. Dans notre vie personnelle, familiale, amoureuse, professionnelle, économique, on connaît tous des succès, des échecs, des choses qui ne se font jamais alors qu'on a travaillé dessus pendant des jours. Je crois que la politique, ça n'est que le reflet de la société d'aujourd'hui. Okay. Ça n'est que ça, hein. Ça n'est pas une bulle extraordinaire, c'est le reflet de la société. Ok. Ça marche. Et après, donc, tu es directeur général du CHU d'Angers pendant 6 ans. Oui. Alors là aussi, comment ça se passe? Pourquoi? Et au final, c'est ce que tu me disais au début, c'est que tu voulais être directeur d'hôpital. Oui. Donc, oui. Je l'avais déjà été à Évry-Corbeil. Oui, tu l'avais déjà été, pardon. Oui, mais là, tu restes plus longtemps pour le coup. Tu restes 6 ans. Dès le début de ma petite carrière, j'avais l'envie déjà de bouger. Ouais. J'avais pas envie de travailler et de vivre toujours au même endroit. Et je m'étais dit que j'alternerais les postes entre Paris au sens administration centrale et province au sens plus hospitalier et plus sur le terrain. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Et il était très clair pour moi qu'en cabinet ministériel, ça n'était qu'une période de la vie, une parenthèse dans la vie, et qu'après je reprendrais des fonctions hospitalières. Voilà. Et donc j'avais envie de retourner dans un hôpital. Le poste de directeur général du CHU d'Angers s'est libéré. J'ai postulé et j'ai été pris. En plus, Angers, c'était la ville de Roselyne Bachelot. Et voilà, je ne connaissais pas la ville d'Angers. J'y étais déjà passé pour voir la tapisserie de l'Apocalypse. J'étais passé avec mes parents quand on allait en vacances en Bretagne. Voilà. Mais on y était passé... donc dans cette ville du Maine-et-Loire pour son château fort, pour sa tapisserie de l'Apocalypse. Ouais. Mais je ne connaissais pas vraiment la ville, je n'y avais pas d'attache, et donc je suis arrivé en 2011 à Angers pour prendre le poste de directeur général du CHU. Ça m'a beaucoup plu tout de suite parce que c'est un très beau CHU avec des gens très accueillants, très sympathiques, une ville très belle. À taille humaine, comme le CHU d'ailleurs qui était à taille humaine. Donc c'était vraiment une période extraordinaire. J'ai passé 6 belles années de ma vie. Ouais. Je reste très très attaché maintenant à Angers, non seulement pour l'hôpital, mais aussi parce que je m'y suis fait des amis. Je me suis fait une vraie vie très rapidement là-bas. Ok, sympa. Et donc au bout de 6 ans, tu retournes de nouveau dans un cabinet. Voilà, et là aussi c'est très brutal. Ouais. Je suis réveillé un matin tout de suite après la nomination du gouvernement. Je sais plus quand c'était le vendredi matin ou le samedi matin. C'est Agnès Buzyn directement, ministre de la Santé et des Solidarités, qui m'appelle, un numéro inconnu sur mon écran. Je décroche et là, j'ai Agnès Buzyn, ministre, qui me demande si je veux devenir son directeur de cabinet adjoint. Okay. Voilà, et je lui dis oui. Tout de suite. Ouais. Et je me retrouve l'après-midi même dans son bureau et je commence en mai 2017 mes fonctions de directeur de cabinet adjoint de la nouvelle ministre. Ok. Et là, pareil, quand tu reçois ce type d'appel, tu ressens quoi? Qu'est-ce que je ressens? D'abord, je n'ai aucune hésitation. Ouais. Ça faisait 6 ans que j'étais au CHU d'Angers. J'avais fait mon temps, j'avais fait la période que je m'étais fixée, c'est-à-dire je m'étais dit entre 5 et 7 ans, donc j'étais à 6 ans, c'était exactement ça. C'était pas mal. Je savais qu'il fallait bouger. Quand on est directeur d'hôpital, il faut bouger. Il faut pas bouger trop souvent, mais il faut bouger régulièrement. Donc je savais qu'au bout de 6 ans, le temps était venu de penser à autre chose. Et donc finalement, ça tombait bien. J'avais rien demandé. On m'appelle, on me propose un poste. Dans la vie, je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir saisir la chance dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle aussi. Et c'est vrai que Agnès Buzyn, une femme remarquable pour qui j'avais beaucoup d'admiration, je ne la connaissais que très peu, très mal, mais j'avais beaucoup d'admiration parce que elle était à l'époque présidente de la Haute Autorité de Santé et c'était une femme charismatique, brillante, intelligente et quand elle m'a appelé, ça m'a fait plaisir, je le reconnais. Je lui ai dit oui tout de suite, je n'ai même pas hésité une seule seconde. Ok, c'est génial. D'abord, quand l'instinct parle, en même temps, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Super. Et donc là, tu le disais, ça fait 14 mois que tu es directeur du CHU de Bordeaux.
Voilà. Là aussi, c'est la place s'est libérée, c'est ça, et tu as posé ta candidature. Okay. Ben, je m'étais dit qu'en cabinet ministériel, en gros, les années comptent double ou triple en cabinet ministériel. Donc il faut voir qu'on n'en ressort pas indemne parce que c'est un rythme de vie qu'il faut pouvoir suivre et même au niveau santé, familial, amical, amoureux, il faut pouvoir le supporter. Moi, je l'ai très bien vécu à chaque fois, mais je savais que c'est des périodes courtes. Je savais qu'au bout de 2 ans, je m'étais fixé un cap de 2 années, et au bout de 2 ans, je savais qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose. Pour moi, il était clair en entrant en cabinet ministériel, et je l'avais dit à la ministre de la Santé, je lui avais dit que au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je souhaitais retourner à l'hôpital, et que je reprendrais des fonctions hospitalières. Et il se trouve que pendant l'été 2019, le poste du CHU de Bordeaux se libère, et là, évidemment, je candidate tout de suite, sans aucune hésitation, parce que Bordeaux, c'est ma ville, je suis né à Bordeaux, je me sens bordelais, c'est un très beau CHU, le premier CHU de France, et moi j'avais très très envie de vivre à Bordeaux, de retourner à Bordeaux. Voilà. Donc le poste se libère, je saisis ma chance et je suis nommé en octobre 2019. Ouais. Il y a 14 mois. Voilà. Ok. Et quand tu arrives dans ce type, parce que comme tu l'as dit, c'est le premier CHU de France, il y a un peu plus de 14 000 employés, 250 services différents. Alors, tu l'as dit, un hôpital ne fonctionne pas comme une entreprise, mais alors, on va te dire, je pose la question, est-ce qu'un hôpital ne fonctionne pas comme une entreprise? Tu dis que c'est pas le cas, mais pourquoi dans ce cas-là? Ça fonctionne comme quoi? Enfin, si tu réponds comme un hôpital, ça va peut-être pas me suffire comme réponse, mais voilà comment ça fonctionne. Et en arrivant ici, qu'est-ce que tu as en tête? Parce que j'imagine que quand on arrive, et avec l'expérience que t'avais des projets. Alors, ça fait plusieurs années qu'il est classé comme le meilleur hôpital de France. Quel projet est-ce que tu avais en tête en arrivant? Et puis après, on parlera aussi des projets futurs, parce que j'imagine qu'il y en a. Et déjà, en peu de temps, tu as quand même mis beaucoup de choses en place pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est le CHU de Bordeaux, c'est le premier employeur de Nouvelle-Aquitaine. C'est 14 200 personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux. C'est le meilleur hôpital de France. Il vient d'être classé il y a un mois à nouveau par le magazine Le Point premier. Voilà, moi j'arrive là avec beaucoup d'envie, évidemment. C'est vrai que c'est pas facile d'arriver dans une aussi grosse structure. Alors pourquoi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hôpital n'est pas une entreprise au sens où ça n'est pas, il n'y a pas de volonté de rentabilité. Il y a évidemment pas d'actionnaires. Il n'y a pas de rentabilité dans les soins. Il faut faire très attention à ça. Et en France, on a un système de santé qui heureusement est très protecteur là-dessus. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que ça n'est pas une entreprise. Il n'est pas question d'être rentable, il n'est pas question de fonctionner comme une entreprise avec des actionnaires qui attendraient des dividendes. Oui. Donc voilà. Après, il y a des process qui ressemblent à des entreprises, évidemment, comme par exemple tout ce qui est cuisine, livraison de linge, tout. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est 200 ou 300 métiers. Il y a tous les métiers dans un hôpital, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des électriciens, des plombiers, voilà. Et là, ça fonctionne comme une entreprise au sens process, parce qu'il faut que ça tourne en permanence, qu'il n'y ait jamais de coupure, qu'il n'y ait jamais de difficulté, que ce soit un processus qui ne s'arrête jamais. Si on prend l'exemple à Bordeaux de l'hôpital Saint-André, qui est en plein centre de Bordeaux, eh bien, ça fait 630 ans qu'il n'a jamais fermé une seule heure, une seule minute. Il a toujours été ouvert depuis 630 ans. Il n'y a pas d'autre institution, il n'y a pas d'autre entreprise qui a été ouvert pendant 630 ans sans jamais s'arrêter, même une journée, malgré les épidémies, malgré les guerres, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie d'une cité. Et voilà, donc ça n'est pas une entreprise, et en même temps il y a des process qui ressemblent à une entreprise, notamment pour tout ce qui est technique. Mais après, tout ce qui est médical, tout ce qui est soignant, ça ne peut pas être une entreprise, parce que évidemment on doit faire abstraction de toute rentabilité à tout moment pour le bien des patients. Oui, c'est clair. Et donc quand tu arrives ici, quel projet tu avais en tête?
Quel projet Est-ce que l'idée c'est d'arriver, excuse-moi de te couper, l'idée c'est d'arriver et de continuer de faire fonctionner l'hôpital comme il fonctionnait à ce moment-là. Tu fais non de la tête. Mais donc justement, qu'est-ce que tu voulais apporter et qu'est-ce qu'il y avait éventuellement à modifier pour rester à la pointe? D'abord, on peut pas tout modifier comme ça du jour au lendemain. Ouais, ça reste un paquebot quand même. C'est une énorme structure qui fonctionne très bien avec des équipes formidables. Donc l'idée, c'est pas de révolutionner les choses. En revanche, il y a un sujet important, et c'est pour ça que je faisais non de la tête, c'est qu'il y a un gros projet immobilier à conduire. Un gros projet de restructuration, de rénovation, de réhabilitation, de transformation des bâtiments du CHU de Bordeaux. Le CHU de Bordeaux, il est énorme. Il y a beaucoup de sites très éparpillés et sur toute l'agglomération bordelaise, puisque on a évidemment l'hôpital Saint-André, l'hôpital Pellegrin, l'hôpital Aux-l'Évêque, l'hôpital Xavier Arnozan. On a la direction générale qui est en plein cœur des vignes de Haut-Brion. On a l'hôpital de Lormont. On a le centre Jean Abadie qui est en plein centre-ville pour les adolescents. Vous voyez, donc on a beaucoup de structures, différentes éparpillées sur le territoire et certains bâtiments qui sont vétustes ou qui méritent d'être rénovés. Et donc l'idée en arrivant, c'est de pouvoir conduire sur plusieurs années ce grand processus qui va moderniser le CHU de Bordeaux. Ok, donc c'était vraiment la modernisation effectivement des bâtiments et après de nouvelles techniques aussi parce que bien sûr. En permanence. Ouais, c'est ça. Et j'avais lu aussi que pour le coup, la crise sanitaire de cette année avait été aussi un accélérateur en termes d'innovation. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler oui. Et puis j'aimerais quand même que tu nous racontes aussi comment tu as vécu l'arrivée de la crise, parce que il y a un an quand tu es arrivé, il n'y avait pas encore tout ça. Et comment ça s'est passé en interne, parce que nous on a le côté public où ça nous arrive dessus en février-mars, on va dire. Est-ce que vous le saviez avant? Comment ça se passe et comment tu l'as vécu? Et c'est vrai que quand je suis arrivé en octobre 2019, je pensais pas que 5 mois plus tard, j'allais me retrouver au cœur de la plus grande crise sanitaire que nous ayons connue depuis fort longtemps, avec cette épidémie de Covid-19. Alors, moi, je l'ai vécu de manière, là aussi, très soudaine, puisque le 24 janvier dernier, on m'appelle et on me dit, on a le premier cas de Covid sur le territoire français, à Bordeaux, qui arrive au CHU de Bordeaux. Alors là, j'avoue que c'est la surprise énorme parce que la ville de Bordeaux est jumelée avec la ville de Wuhan en Chine, là où sont arrivés les premiers cas de Covid. Et là, on a un Bordelais qui était en voyage d'affaires à Wuhan et qui revient en France et qui a les symptômes du Covid-19 et qui est effectivement le premier patient Covid-19 sur le territoire français qui arrive au CHU de Bordeaux. Alors bien entendu, je vais le voir tout de suite. À l'époque, on ne connaissait pas du tout ce virus, on connaissait pas du tout cette maladie. Évidemment, on est arrivé avec des tenues complètes de haute protection. Voilà, le patient était dans une chambre avec plusieurs sas de sécurité, avec à pression négative. On ne connaissait pas cette épidémie, tout le monde en avait plutôt peur et tout le monde apprenait en marchant. Et voilà ce premier patient qui arrive. On a très vite fait des progrès dans le monde entier sur le sujet et c'est vrai que le mois de février était très particulier puisqu'en fait on avait eu le premier patient, il y en avait eu quelques autres en France, puis plus du tout de patients. Okay. Quasiment plus de patients sur toute la France. Pendant un mois, on en voit très peu. J'avais proposé au professeur Denis Malvy, qui est un des professeurs en maladies infectieuses au CHU de Bordeaux, de faire une grande conférence en février. C'était le 27 février 2020. Une conférence grand public sur le Covid-19 à un moment où il n'y avait aucun patient en France ou quasiment plus. L'épidémie avait quasi disparu en France alors qu'elle était apparue fin janvier sur notre territoire. Donc on fait une grande conférence dans l'ancienne université de droit Place Péberlan avec le professeur Denis Malvy.
Et là, il se trouve que le même jour, l'épidémie se réveille en Italie, et tout à coup, il y a beaucoup de cas en Italie. Toute la presse ne parle plus que de ça. Et résultat, cette conférence que nous avions organisée avec le journal Sud-Ouest, qui était destinée aux Bordelais, en proximité, pour les informer sur le Covid, eh bien, tout à coup, on est au centre de l'actualité, au cœur de l'actualité. Et cette conférence qui se voulait que pour les Bordelais, avec le journal Sud-Ouest, eh bien, on se retrouve tout à coup avec toutes les chaînes de télé nationales et européennes qui sont devant nous pour nous écouter pour cette conférence, puisque c'était une des premières conférences en France où on parlait vraiment du Covid-19 avec le spécialiste du moment, le professeur Denis Malvy. Donc c'était vraiment très très étonnant comme période, comme moment, avec l'amphi de Péberlan plein à craquer, avec plein de monde dehors qui voulait rentrer. C'était une conférence gratuite, bien entendu. Voilà, donc on le vit comme ça. Et puis le Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, viennent à Bordeaux tout début mars pour voir un peu notre organisation au CHU de Bordeaux. On s'est organisé très très vite au CHU, et c'est pour ça que la crise a été facteur d'innovation, de création, d'inventivité. Et c'est vrai que les soignants du CHU de Bordeaux se sont renouvelés en permanence de manière à accueillir tous les patients et surtout pour anticiper les choses. Parce que le plus difficile dans ces crises-là, c'est d'essayer d'anticiper les choses. À l'époque, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. On a assez peu de patients en France. Mais à Bordeaux, tout de suite, on se met dans cette course folle et on ouvre une unité de dépistage très importante à Pellegrin. On ouvre des lits dédiés pour le Covid. On essaye de créer des parcours sécurisés pour tout le monde. On fournit des masques évidemment au personnel de manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination en interne. Bref, tout le CHU s'organise progressivement. Et puis l'épidémie arrive sur le territoire, et heureusement au CHU de Bordeaux, eh bien en première vague, on a très peu vu l'épidémie parce que la Nouvelle-Aquitaine a été la région la moins touchée de France en première vague au printemps dernier, et Bordeaux encore moins. Et donc du coup, on a eu certes des patients, on s'est bien organisé pendant cette première période avec en plus un confinement, quelque chose de très nouveau, quelque chose qu'on connaissait pas, que personne ne connaissait, personne n'avait jamais vécu de confinement depuis extrêmement longtemps. Et donc évidemment, c'était une période extrêmement nouvelle dont on ne connaissait pas les conséquences et qu'on voit aujourd'hui avec le recul. Et donc tout le CHU de Bordeaux s'est organisé avec des filières dédiées, des filières sécurisées, des filières pour accueillir les patients Covid positifs, les filières pour accueillir les patients négatifs parce qu'il faut continuer à soigner tout le monde. Il faut que les accouchements continuent, il faut que la pédiatrie continue, il faut que l'oncologie, le cancer continue. Et donc tout ça, c'est une organisation très difficile à faire. Alors on l'a fait comment ? On l'a fait d'abord en mettant en place tout de suite dès le mois de mars, dès même le mois de février, dès le 2 mois de mars surtout, une cellule de crise que je préside tous les matins avec la présidente de la commission médicale d'établissement. Sont rassemblés dans la salle tous les chefs de service les plus concernés, donc la réanimation médicale, la réanimation chirurgicale, les urgences, le SAMU, les maladies infectieuses, l'hygiène, la médecine du travail. Tout le monde est là autour de moi pour que tous les matins on décide des mesures que nous souhaitons prendre, soit dans la journée, soit dans les jours qui viennent, de manière à être les plus réactifs possible, parce que dès le début on s'est bien rendu compte que ce virus il allait être retors, qu'il allait pas nous laisser tranquilles. Une fois ça monte, une fois ça descend, et donc on voit bien avec des modalités, des formes de symptomatiques ou asymptomatiques. Et donc il a fallu s'adapter et faire de la haute couture au quotidien, de manière à adapter tout le CHU pour répondre aux besoins de la population, aux besoins normaux, c'est-à-dire d'hospitalisation normale, d'urgence, etc., et puis aux besoins Covid, de manière à répondre au mieux et au plus près des besoins de chacun.
Ça, c'est une cellule de crise ce matin, aujourd'hui, vendredi, ce matin, j'étais en cellule de crise avec les chefs de service. Et nous avons, par exemple, décidé ce matin, on analyse tous les matins l'activité, on analyse également le nombre de lits que nous avons en hospitalisation, en réanimation. Et tous les jours, on décide d'augmenter de nouveau les lits, de renforcer tel ou tel service. Et par exemple, ce matin, on a décidé de renforcer le pôle de gériatrie parce qu'on se rend compte que là, il y a des difficultés parce que les personnes âgées, qui sont des personnes fragiles, sont plus touchées qu'ailleurs. Et il faut absolument soutenir le service de gériatrie, les services de gériatrie du CHU de Bordeaux. Et c'est ce que nous avons décidé de faire ce matin. Voilà, donc tous les matins, on s'organise comme ça et on organise tout le CHU en fonction de cette actualité Covid. C'est vrai que depuis le mois de mars, nous vivons au CHU de Bordeaux au rythme du Covid, de ses évolutions, des montées, des descentes. Ce qui est remarquable, et en matière d'innovation et de nouveauté, on a réussi à transformer beaucoup les choses. Par exemple, la télémédecine, le télésoin, la télésanté, la téléexpertise, tout ce qui se fait à distance s'est développé de manière incroyable au CHU de Bordeaux. Et on a trouvé des ressources incroyables, c'est-à-dire de suivre les patients, soit par en visioconférence, soit par téléphone simplement. On se rend compte parfois que c'est extrêmement efficace. Voilà, on a créé aussi des applis, évidemment, des applis Covid, des applis comme l'appli Raphaël, qui est issue d'une appli que nous avons déjà au CHU de Bordeaux, qui s'appelle Ange Gardien et qui est là pour suivre les malades chroniques à domicile. Et donc on a une appli maintenant pour le Covid qui s'appelle Raphaël et qui permet de suivre les patients à domicile avec des médecins du CHU de Bordeaux qui les suivent par téléphone ou bien par mail ou par visio. Et ça c'est extrêmement intéressant. On voit qu'on peut être très très inventif en période de crise. On voit qu'on a réussi à réorganiser des secteurs entiers du CHU de Bordeaux en quelques jours. On voit qu'on a pu former beaucoup de professionnels de santé à la réanimation notamment, de manière à pouvoir soutenir les services de réanimation qui étaient pleins et qui avaient besoin d'ouvrir davantage de lits. On voit qu'on a été très rapide dans les achats de matériel, de respirateurs par exemple. Et puis le CHU de Bordeaux, il a fait œuvre d'une grande solidarité, à la fois, je vous le disais, de réactivité, d'adaptabilité, et puis de solidarité vraiment vraiment incroyable. Le CHU de Bordeaux, c'est le CHU qui a le plus accueilli de patients venant d'autres régions. En première période, on a accueilli beaucoup de patients du Grand Est et de régions parisiennes. On les a accueillis d'abord par avion militaire, puis par TGV médicalisé. Et puis là, en deuxième vague, pendant la période actuelle, on a accueilli à plusieurs reprises des patients venant en avion d'Auvergne-Rhône-Alpes, des patients qui venaient de Saint-Étienne, qui venaient d'Annecy, qui venaient de Chambéry, qui venaient de Bourg-en-Bresse. Et nous avons accueilli beaucoup de patients qui venaient en état de coma artificiel et qui étaient transportés au CHU de Bordeaux. Et nous avons réussi non seulement à effectuer ces transports, mais évidemment à les soigner. Et pour la plupart, ils sont repartis chez eux, ce qui est une bonne chose. Oui, carrément. C'est-à-dire que c'est une réussite. Comment toi tu fais pour réussir à gérer tout ça? C'est-à-dire que j'imagine que t'es pas quelqu'un de très stressé. Mais justement, d'après toi, quelles sont les clés de la réussite pour justement arriver à gérer ce type de situation en gardant la tête sur les épaules, quoi? Alors c'est pas facile tous les jours. Certes, je ne suis pas quelqu'un de très stressé fondamentalement, mais néanmoins il y a des périodes de grande tension, des périodes très difficiles, des périodes de doute. Et comment ça se gère? Eh bien, d'abord, c'est pas facile à gérer tout le temps. Voilà, ça c'est clair. Et il y a des moments de fortes angoisses et de sommeil difficile quand il faut prendre notamment certaines décisions, quand on n'a pas toutes les cartes en main. Mais la clé du succès, c'est toujours la même chose, c'est une clé collective. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait en collectif, à la fois avec mes équipes, avec les équipes médicales, avec les équipes soignantes. Toujours travailler ensemble, toujours prendre tous les avis. Bien sûr, à un moment, il faut décider. Il
Il faut prendre une décision. Tous les avis ne peuvent pas être concordants, mais néanmoins, ça a très bien marché parce que c'est un travail d'équipe et ça continue comme ça parce que c'est un vrai travail d'équipe sans qu'il y ait eu de grosses dissensions et on a réussi à le faire. Il y a pas d'autre secret que ça parce que dans ces périodes-là qui sont totalement inconnues, où on marche à vue, c'est un virus que l'on apprend à connaître en marchant. Il suffit de regarder les 10 derniers mois et on voit bien que les théories ont changé, que tout a changé, qu'aujourd'hui on connaît mieux la maladie, on connaît mieux ses prises en charge, on a vraiment évolué. Si on prend par exemple au plan médical, on voit que les corticoïdes maintenant sont plutôt efficaces. On voit que l'oxygénothérapie fonctionne bien. On intube beaucoup moins et on garde les patients beaucoup moins longtemps en réanimation médicale. Donc on voit qu'en quelques mois, on a fait des évolutions, des évolutions, voire des révolutions médicales très importantes. On voit qu'on va avoir un vaccin dès la fin de l'année, voire ou en début d'année prochaine, alors que personne n'attendait de vaccin avant avril-mai. Il y a encore un mois, et donc on voit que tout ça évolue très vite. On verra si le vaccin marche. De toute façon, sans vaccin qui fonctionne, eh bien on va continuer comme ça longtemps. Donc il faut absolument non seulement dépister le plus de personnes possible de manière à contaminer personne, évidemment isoler les personnes qui ont le Covid-19, et puis j'espère que le vaccin va bien fonctionner. J'ai pas beaucoup de doutes. Moi je me ferai vacciner bien entendu. J'espère que tout le monde se fera vacciner de manière à ce qu'on ait une immunité collective. C'est la seule chose qui nous permettra de revivre normalement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la vie est très difficile. C'est clair, oui, parce que notre premier échange c'était pendant le premier confinement, oui. Et c'est vrai que depuis on vit pas totalement normalement, malheureusement, et on espère que ça reviendra petit à petit. Je parlais tout à l'heure d'innovation. Si je ne m'abuse, tu as lancé un think tank sur le sujet assez transdisciplinaire, à la fois sur le numérique, la télésanté, l'intelligence artificielle, thérapie innovante, etc. Alors, je pose la question, même si j'imagine la réponse, pourquoi avoir fait ça? D'abord parce que moi je suis un geek, je suis quelqu'un qui adore les nouvelles technologies, qui adore les systèmes d'information, qui adore les réseaux sociaux, qui adore les nouveautés, les innovations en général. Donc en fait, depuis que je suis arrivé, je voulais créer ce cercle de l'innovation, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un cercle de l'innovation du CHU de Bordeaux. Cercle de l'innovation que je voulais créer. Puis avec le Covid, évidemment, ça a été plus difficile à mettre en place parce que il y avait des urgences et très clairement, c'était pas ce cercle de l'innovation qui était une urgence. Alors, ce cercle d'innovation, c'est tout simple. C'est créé au sein du CHU de Bordeaux un cercle qui va permettre à nos professionnels de santé qui le souhaitent et à ceux qui ont des idées nouvelles, un médecin qui a des idées, un paramédical qui a des idées de nouvelles technologies, une idée d'application, une idée de nouvelles technologies, de systèmes d'information, de venir la présenter à un petit groupe et que nous étudions ensemble la faisabilité de ce projet et voir après comment on peut soutenir ce projet en interne et en externe, non seulement pour aider à sa matérialisation de manière juridique, de manière administrative, de manière évidemment personnelle, mais aussi de manière financière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se lancer là-dessus. Ce cercle d'innovation a été lancé la semaine dernière. Il a déjà un énorme succès. Tout le monde veut en faire partie. Tout le monde a des idées. On voit que le CHU est vraiment révélateur de talent. Et je pense que ce cercle d'innovation va permettre d'être un incubateur à idées et va permettre d'innover en la matière. On le sait, en matière de santé, les champs sont illimités. Ils sont vraiment illimités et il va falloir faire des choix aussi. Mais je vois que ça crée un enthousiasme très fort et ça crée aussi un enthousiasme de la part de personnes extérieures, puisque beaucoup d'entrepreneurs, de start-up m'écrivent, m'envoient des messages pour me demander s'ils peuvent en faire partie, s'ils peuvent venir, parce qu'on le sait, en matière de santé, il y a un champ inépuisé. Et puis c'est vrai qu'on a une région aussi, pour le coup, où il y a beaucoup d'acteurs. Il y a pas très longtemps, j'ai interviewé Marine Cotier-Slouz
tous de Lucine. Par exemple, oui. C'est des types de très belles entreprises de la région qui vient en plus de faire une belle levée de fonds. Donc ça montre aussi l'intérêt pour ce sujet-là. Et tu parlais d'innovation, mais il y a aussi des startups qui sont incubées au sein du CHU, c'est ça, hein. C'est bien. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Effectivement, on travaille déjà avec des startups. On a déjà des médecins du CHU notamment qui sont engagés dans des startups, dans des gros projets. Je parlais tout à l'heure de Ange Gardien, Raphaël, qui est une appli pour les maladies chroniques. Mais on a aussi Satellia, il y a aussi Sim4Health. On a beaucoup de structures aujourd'hui qui travaillent avec nous, qui marchent très bien. Beaucoup de personnes qui ont envie de travailler sur la santé avec les professionnels de santé. L'idée, c'est de réunir une bonne idée avec des applications possibles, avec effectivement un entrepôt de données aussi, puisque au CHU de Bordeaux, nous avons avec l'Université de Bordeaux un entrepôt de données très important. Les données, c'est aujourd'hui le cœur, la data, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Et donc tout ça, mettre en place un think tank, un cercle d'innovation, de manière à innover tout en étant dans un cadre éthique, dans un cadre légal, dans un cadre qui nous permette de respirer, mais aussi de faire attention et de respecter les données. Ok, super. Tu es aussi président du GRAPH ? Oui. Ouais. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler, parce que c'est un club qui réunit beaucoup de belles personnes, directeurs d'hôpital, médecins, philosophes, pour faire avancer la réflexion en matière de santé là aussi. Et c'est marrant parce que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait regrouper et réfléchir tous ensemble. C'est dans la même dynamique. Ouais, je suis président d'un think tank national qui s'appelle le GRAPH. C'est un think tank qui existe depuis 50 ans maintenant, hein, donc avant ma naissance. Et c'est un think tank dont j'ai pris la présidence il y a quelques années déjà. Et qui a pour objectif de faire émerger les idées nouvelles en matière de santé et sociétale en général, avec 3 rendez-vous par an très importants, dont un rendez-vous européen important. C'est un think tank qui marche extrêmement bien, un think tank un peu fermé, assez élitiste, je le reconnais, réservé aux médecins, aux directeurs d'hôpital, à des penseurs de la santé, mais pas que. Il peut y avoir il y a évidemment tous les professionnels du monde de la santé qui sont les bienvenus, mais un think tank qui est assez fermé aussi, mais qui a pour idée de réfléchir en petits groupes. Il est fermé non pas qu'on veuille se fermer aux autres, mais il est fermé parce que il faut à des moments des lieux de réflexion qui sont en petits groupes, et on peut pas toujours réfléchir à tout avec 300, 400, 500 personnes. Ça n'est pas toujours possible. Et là, ça nous permet à une quarantaine de personnes de réfléchir à un sujet donné en matière de santé et d'essayer de l'imaginer dans toutes ses composantes, à la fois historiques, philosophiques, économiques, sanitaires. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, c'est un think tank qui marche très bien et que je vais développer encore davantage. J'ai beaucoup de projets en la matière. J'ai été un peu bloqué là cette année, encore une fois avec le Covid, puisqu'il a fallu annuler tous les rendez-vous de ce think tank. Un think tank, évidemment, qui fonctionne sans sponsor, avec une vraie liberté de ton et une liberté par rapport au monde industriel notamment. Et c'est pour moi extrêmement important. Et comme j'adore en plus la philosophie, c'est vrai que c'est important de réfléchir à tous les aspects éthiques et philosophiques, humanistes de notre monde sanitaire. Oui, d'ailleurs, tu as fait un master d'éthique. Oui. Ouais. Okay. Oui, un master d'éthique. Donc c'est toujours bien présent. Ouais. Comment tu fais pour t'organiser ? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis ça commence à faire beaucoup, et on n'a pas encore parlé des réseaux sociaux, mais c'est vrai que tu es très présent, tu es très actif. Oui, et je le fais moi-même. Et tu le fais toi-même. Oui, tout est fait par mes mains. Ouais. Et alors, donc comment t'arrives à t'organiser ? Après, on ira sur la partie communication, réseaux sociaux. Mais ouais, comment tu fais pour t'organiser dans tout ça en fait ?
Peut-être que tu dors pas en fait. Si, je dors. Le sommeil, c'est très très important. On a d'ailleurs un service du sommeil dirigé par le professeur Pierre Philippe au CHU de Bordeaux qui fonctionne extrêmement bien. Et hier, j'y étais avec le président de la région, Alain Rousset, on visitait le service. Et justement, on voyait tout l'intérêt du sommeil pour la vie quotidienne et le fait d'avoir un sommeil de qualité qui permet d'avoir une pensée claire. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez troublés dans la période actuelle avec des difficultés, une vague psychique, psychologique, psychiatrique qui est difficile parce qu'il y a des gens qui supportent pas cette période extraordinaire que nous vivons actuellement et notamment avec le confinement, mais pas que, avec toutes ces craintes qu'on peut avoir au quotidien. Alors comment je fais pour m'organiser? D'abord je m'organise bien. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui partage beaucoup et qui travaille beaucoup avec les autres, qui délègue, et je sais travailler en groupe, je sais travailler en collectif, et je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité si on veut multiplier les actions. Il faut absolument avoir confiance dans un groupe et travailler avec les autres. Donc moi j'y arrive plutôt très bien. C'est vrai que je travaille beaucoup et en semaine et le week-end. Mais en même temps, j'ai une vie sociale tout à fait normale et j'aime sortir et j'aime les dîners, j'aime voir des amis. L'opéra, voilà. Si je ne m'abuse. J'aime l'opéra, oui, j'aime l'opéra, j'aime la musique, j'aime le rugby, j'aime beaucoup de choses. Ouais, ok, super. Et justement, t'es un fan de musique et d'opéra, et j'ai vu de mascarons aussi. Oui, c'est vrai, j'adore les mascarons. Tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est un mascaron? Les mascarons, ce sont les figures qu'il y a au-dessus des portes ou des fenêtres, notamment à Bordeaux. En général, ils datent du XVIIIe siècle, un peu XVIIe, surtout XVIIIe siècle, un peu XIXe siècle également. Voilà, donc c'était soit l'emblème d'une maison, soit c'était les 4 saisons. Voilà, et c'était des figures sculptées qui sont extrêmement passionnantes. Oui, j'ai une passion pour ces mascarons bordelais parce que c'est vrai qu'on a une des plus belles villes du XVIIIe siècle au monde et avec des mascarons qui sont absolument splendides. Alors je les prends beaucoup en photo et c'est vrai que je les mets beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien faire connaître Bordeaux et moi-même ça me plaît de les prendre en photo parce que on voit tous les détails de ces mascarons que nous avons tous sous les yeux au quotidien et qu'on voit plus. Ouais, c'est clair. Et il y en a plein dans Bordeaux et c'est magnifique. Partout. Ouais. En Place de la Bourse, c'est là où il y en a énormément. La Bourse, pour le coup, mais on en il y en a partout. Mais il y en a partout, ouais. C'est vraiment génial. Et donc, sur les réseaux sociaux, pourquoi être aussi actif? Écoute, les réseaux sociaux, c'est pas venu naturellement. Faut quand même le dire. Au début, je n'y voyais que peu d'intérêt pour la vie publique, parce que j'avais Facebook comme tout le monde, mais c'était à l'époque Facebook, c'était quelque chose de très amical, de très familial. Ouais. Ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. C'était plus pour garder le lien les uns avec les autres. En fait, j'ai pris goût quand j'étais à Londres pour une simple et bonne raison, c'est que quand on quitte son pays aussi brutalement, même si Londres c'est tout près de la France, tout près de Paris et qu'il y a l'Eurostar et donc je me sentais pas coupé. Mais néanmoins quand on part comme ça très brutalement et notamment à l'étranger, on a besoin de garder un contact avec les autres, de dire ce qu'on fait, où on est, ce qu'on devient. Et finalement, les réseaux sociaux, ça a été le moyen le plus simple, le plus efficace pour garder un contact avec mes amis, avec ma famille, avec aussi le monde du travail, avec le milieu hospitalier qui se demandait où j'étais parti comme ça du jour au lendemain entre Paris et Londres. Et donc ça a commencé comme ça. Et je me suis rendu compte très vite de la force des réseaux sociaux. De la force et du pouvoir des réseaux sociaux et c'est vrai que j'ai appris à les utiliser au quotidien, chacun pour ce qu'il vaut, évidemment en ne jouant pas avec les réseaux sociaux comme le font certains uniquement pour être médisants et se cacher derrière un masque, pas un mascaron mais derrière un masque plus ou moins laid.
derrière lequel on se cache pour sortir des insanités. Non, moi c'était pas du tout ça. C'est plutôt l'idée que sur le web, sur la toile, il faut aussi avoir des personnes qui donnent des éléments concrets, des éléments scientifiques, des éléments vérifiés, et puis aussi des moments plus de plaisir, comme les photos de mascarons, comme de la musique, de l'opéra ou du rugby, ou des partages de ce type-là qui sont aussi intéressants, mais qui sont plutôt de l'ordre du clin d'œil. Ouais. Et justement, ça fait écho à ce que tu avais dit aussi dans une interview, que tu disais on a besoin de gens positifs dans notre société moderne. Oui. C'est exactement ça. Oui. C'est vrai qu'on a parfois des gens très très négatifs autour de soi, ou notamment sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'il faut contrebalancer ça par des moments plus positifs. On a besoin aussi de moments de bonheur. On a besoin aussi de sourire. Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et voilà. Et puis les réseaux sociaux, c'est très puissant en matière de communication, parce que ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir communiquer sur l'actualité, par exemple, du CHU. On sait qu'aujourd'hui, les médias sont tellement nombreux qu'il faut multiplier les communications. C'est les réseaux sociaux, c'est la télévision, c'est les journaux. Voilà. Et je vois que c'est très efficace, parce que sur la période depuis le 24 janvier, on a reçu ce premier patient Covid-19. Si on prend cette épidémie de Covid, on voit que le travail et la transparence que le CHU de Bordeaux a eu avec les médias, notamment les médias locaux, je pense à Sud-Ouest, je pense à France 3, je pense à France Bleu Gironde. Je pense que les relations que le CHU de Bordeaux, en ouvrant ses portes aux médias dès le premier jour, je pense que ça a fait le succès aussi bordelais du moment, parce qu'on a réussi à travailler en cohérence et en transparence et avec une réelle sincérité. Tous les médecins du CHU de Bordeaux se sont prêtés au jeu, sont allés sur les médias pour dire la vérité ou la vérité du moment, puisque les choses ont parfois évolué. Mais tout le monde a pu constater que nous étions extrêmement transparents. Tous les jours, nous publions les chiffres du taux d'hospitalisation, du nombre de personnes Covid en réa. Et on a vraiment eu la plus grande transparence possible. Et les réseaux sociaux en ont fait partie. Et ça me fait penser à dire parfois qu'on ne sait pas. Aussi, dans cette transparence. Exactement, parfois on ne sait pas. Bah ouais, c'est important de le dire aussi, parce que... Oui. On sait pas tout. Surtout cette année, exactement. L'avenir, tu l'imagines comment? Pour toi? Bien. Joli tac au tac. Oui, j'imagine. En fait, l'arrière-pensée de ma question, est-ce que la suite des idées, est-ce que être ministre de la Santé, toi, c'est quelque chose qui t'animerait? Non, pas du tout. D'accord. Parce que dans la suite logique, en tout cas, moi, en préparant l'interview, je me suis dit, bon... Non. C'est pas un objectif. Non, toi, tu te laisses porter par ce qui se passe. Si on t'appelle, bon, tu diras peut-être oui instinctivement, je sais pas. Mais... Peut-être, mais ça n'arrivera pas et je ne le souhaite pas. Ok. Non, moi je suis très bien où je suis. Comment je vois la suite? Je vois plusieurs années à Bordeaux déjà. Ouais. Au CHU de Bordeaux, je me plais à Bordeaux, je me plais au CHU de Bordeaux. J'ai envie de mener des projets de long terme. J'ai envie de mener la restructuration que nous allons conduire tous ensemble avec les équipes médicales, les équipes soignantes du CHU de Bordeaux. Et donc vraiment, moi je me vois m'inscrire là-dedans. Je pense qu'on a un écosystème à Bordeaux qui est vraiment excellent entre le CHU, l'université, les collectivités territoriales, le milieu associatif, le milieu économique. Je trouve que pour avoir quand même beaucoup voyagé, beaucoup bougé et avoir beaucoup d'éléments de comparaison, je trouve que le milieu bordelais a un écosystème qui est assez exemplaire. Ouais. Et j'espère que ça va durer. Et je pense que cet écosystème exemplaire, il nous permet de progresser et il nous permet de pouvoir envisager le meilleur. Ouais. D'ailleurs, dans les projets, j'y ai pensé. On l'a pas abordé, mais il y a l'hôpital des enfants qui est en construction à Pellegrin aussi, qu'on peut voir. Oui. Et donc ça qui aussi, va ouvrir l'été prochain, l'hôpital des enfants. Un hôpital tout neuf au CHU de Bordeaux, à Pellegrin, avec des urgences beaucoup plus grandes, 3 à 4 fois plus grandes que les urgences pédiatriques que nous avons aujourd'hui, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir un service de pointe pour les enfants de la métropole bordelaise. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs livres à nous conseiller ? Oui, le dernier livre de François Sureau
dont je ne me rappelle plus, que j'ai chez Gallimard. Okay. Mince, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Alors, je vais pas pouvoir t'aider, je l'ai pas lu, mais je le trouverai, je mettrai ça en dernier livre de François Sureau qui vient de sortir chez Gallimard. Ok, ça marche, c'est noté. On l'a un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? D'abord la passion de mon métier. D'abord, moi, je m'intéresse à tout. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Tout me plaît, tout m'intéresse. Je suis vraiment pour m'ennuyer, il faut en faire beaucoup. Et je crois que ça n'arrive absolument jamais. Vraiment, tout m'intéresse, à la fois le passé, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup les nouvelles technologies, j'adore mon métier, la santé, j'adore les séries télévisées, j'aime le cinéma, j'aime lire, j'aime l'opéra. J'aime écouter de la musique, j'adore la gastronomie, je suis très gourmand, j'aime beaucoup manger, j'adore les restaurants, j'adore cuisiner, j'adore les vins, j'adore les vins de Bordeaux bien sûr, mais pas que. Voilà, donc en fait, j'adore le sport. Il y a assez peu de choses qui me déplaisent, et comme je suis curieux de tout, c'est vrai que quand on est très curieux, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on n'a pas le temps de penser trop à des choses négatives, parce qu'on se rend compte que la vie est belle et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie quotidienne. J'adore marcher aussi. Alors je me promène beaucoup dans Bordeaux, je fais beaucoup de photos, voilà, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Ouais. Et c'est vrai que j'adore ma ville qui est très très belle et qui a bien bougé au cours de ces 20 dernières années, qui s'est embellie avec le temps. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Non, pour m'ennuyer, il faut vraiment faire beaucoup. J'ai l'impression. Et enfin, est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, et notamment un conseil pour entreprendre ? J'ai envie d'entreprendre d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, en général, moi, j'ai toujours constaté que, pour moi, en tout cas, et ce qui moi a toujours été très positif pour moi, c'est de savoir saisir les opportunités dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, amicale, amoureuse. Eh bien, c'est savoir saisir sa chance, savoir saisir une opportunité. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent pas, il y a ceux qui savent moins, il y a ceux qui peuvent apprendre. Et vraiment, je pense que quand on se connaît bien, quand on a une estime de soi aussi, eh bien, on peut saisir sa chance quand elle se présente, parce qu'on le sent et qu'on sait que il faut y aller à ce moment-là, même si sur le moment ça peut être difficile, même si il peut y avoir des contraintes, même s'il peut y avoir quelques désagréments. Eh bien, je pense qu'une vie réussie, c'est une vie où on saisit les opportunités. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé, et tu te dis ce serait sympa d'en parler? Ça fait un tout petit peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger. Je voudrais reparler quand même du classement du magazine Le Point, qui a eu lieu il y a un mois, qui classe le CHU de Bordeaux comme meilleur hôpital de France. Et je voudrais en profiter pour dire que ce classement, il revient aux 14 200 personnes, aux 14 200 professionnels du CHU de Bordeaux qui travaillent au quotidien, et que ce soit un aide-soignant, un infirmier, un médecin, un personnel des services techniques, de la cuisine, un kinésithérapeute, un manipulateur radio, un infirmier anesthésiste. Eh bien, ce sont tous, chacun est un maillon de la chaîne, d'une chaîne bien dorée qui réussit très bien. La preuve, on est le meilleur hôpital de France. Et maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce meilleur hôpital de France, eh bien, il va falloir encore le rénover, le reconstruire, toujours innover en la matière, parce que les technologies médicales sont incessantes, parce que les médicaments sont nouveaux, parce que les prises en charge thérapeutiques changent en permanence, et il faut sans arrêt être à la pointe, tout ça pour le bien des Bordelais, de la métropole, et au-delà des patients et des citoyens de la région. Ça marche, et merci donc à tout le monde aussi. Merci. Merci beaucoup Yann. Merci Théo. À très vite. Merci à tous pour votre écoute. Le parcours de Yann est impressionnant et j'aime la place qu'il accorde au groupe, au faire ensemble et à son envie d'allier les savoir-faire et être de toutes et tous pour avancer main dans la main. Enfin plutôt au coude à coude pour respecter les règles sanitaires. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On
se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous. À très bientôt!